Bonjour à tous. Comment je me suis retrouvé ici aujourd'hui devant vous sur la scène du TEDx? Le 17 janvier dernier, en me baladant sur Instagram pour la 15e fois de la journée, je suis tombé sur une publication de l'IAE Lyon qui offre l'opportunité aux étudiants de participer à un concours d'éloquence. Après avoir fait face à de nombreux jours d'hésitation, dont je vous épargnerai les détails, j'ai finalement décidé de participer à ce concours. Le futur vainqueur de ce concours allait avoir l'opportunité d'être ici devant vous aujourd'hui sur ce TEDx. Le thème de ce concours d'éloquence était le retournement de situation. Je me suis donc posé la question, que représente réellement un retournement de situation? Sujet compliqué, à la fois la réponse semblait évidente, et à la fois elle amenait à une certaine réflexion. J'avais donc deux choix possibles. Soit je décidais de prendre le sujet au pied de la lettre, en cherchant à tout prix à présenter un discours avec un retournement de situation de dingue pour impressionner un maximum les jurys. Soit je décidais de creuser un peu plus le sujet en essayant d'aller réellement chercher ce qui se cachait derrière. Alors je m'étais renseigné pour faire apparaître une équipe de ninjas brésiliens dans la salle. Et pour des raisons évidentes, j'ai plutôt choisi de réfléchir par moi-même. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. J'ai tapé concours d'éloquence TEDx sur le retournement de situation sur YouTube. Et sans surprise, je suis tombé sur des semi-philosophes qui utilisent des mots compliqués pour parler de sujets compliqués. J'ai donc plutôt choisi de réfléchir par moi-même. Je me suis donc posé la question dans un premier temps, qu'est-ce qui aujourd'hui, pour tout le monde, peut être considéré comme un retournement de situation? Et j'ai trouvé le premier confinement. Personnellement, pendant le premier confinement, je me suis donné comme objectif d'une part de trouver quelque chose de plaisant à faire et d'autre part qui me permettrait de gagner un peu d'argent. Je me suis donc rapidement tourné vers des solutions faciles, comme par exemple répondre à des sondages rémunérés, ce qui me permettrait à la fois de gagner un peu d'argent et à la fois de rester en slip dans mon lit. Malheureusement, toutes ces applications qui promettent de l'argent facilement, on se rend vite compte que ce n'est rien de plus qu'une illusion. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer et j'ai fait les démarches afin de devenir auto-entrepreneur. Et j'ai monté ma propre activité, la livraison à domicile. Je suis devenu livreur Uber Eats. Alors oui, c'est vrai, quand je fais mes livraisons, je ressemble un peu à un sixième qui vient d'acheter son tout nouveau sac à dos. Mais au moins, ça m'a permis d'être indépendant financièrement pendant l'été. Et ça a été pour moi un réel retournement de situation. Donc là, vous allez dire que je m'égare un petit peu du sujet, mais je m'en suis rendu compte en écrivant ce TEDx. Le plus dur, c'est pas d'écrire sur un thème. Le plus dur, c'est de se l'approprier en essayant d'aller transmettre un message qui va potentiellement inspirer les autres. Alors dit comme ça fait un petit peu gourou d'une secte, je vous l'accorde, mais je vous assure que c'est pas du tout ça. Prenons mon exemple. Je m'appelle Paul, j'ai 19 ans et je suis actuellement en deuxième année à l'IAE en licence management des sciences humaines. Dans la vie, je ne me considère pas réellement différent des autres étudiants de ma génération, c'est-à-dire que je râle quand il y a cours parce qu'il faut aller à la fac, je râle quand il n'y a pas cours parce que je suis allé à la fac pour rien. Bref, rien qui pourrait faire de moi quelqu'un de bien différent. Pourtant, en voyant l'opportunité de ce concours d'éloquence, je me suis rendu compte d'une chose. Depuis tout petit, j'ai toujours été à l'aise à l'oral. J'ai toujours aimé les grandes discussions, que ce soit entre amis, en famille. Bref, j'ai toujours été à l'aise à l'oral. Pourtant, dès qu'il faut intervenir en public ou devant des personnes que je ne connais pas, ça se complique. Je suis hésitant, j'ai plus trop confiance en moi. Alors j'ai d'abord essayé de trouver des solutions à court terme pour résoudre ce problème. D'abord, il y a l'alcool. Même si on se rend vite compte que l'image qu'on renvoie n'est pas forcément celle qu'on aimerait renvoyer. Et puis surtout, ce n'est pas une solution qui est fiable à long terme. Alors rassure-toi, mamie, quand je parle d'alcool, c'est uniquement dans un cadre festif et occasionnel. Je ne parle pas d'attaquer la vodka à 7h du matin pour être sûr de ne pas paniquer quand on m'interroge dans CESE. Et puis je me suis rendu compte que le plus dur dans tout ça, pour oser créer son retournement de situation, c'est justement le fait d'oser. Alors le fait d'oser, c'est ce qui a permis à Steve Jobs et Steve Wozniak, en 1976, de se lancer dans le garage de leurs parents pour créer ce qui est aujourd'hui devenu Apple, l'entreprise de technologie la plus viable au monde qui pèse plus de 3000 milliards de dollars. Le fait d'oser, c'est également ce qui a permis à Walter et Roy Disney, en 1923, de se lancer, toujours dans le garage de leurs parents,
pour créer ce que sont devenus aujourd'hui les dessins animés les plus vus de tous les temps, avec des films comme Le Roi Lion ou La Reine des Neiges qui ont chacun récolté plus d'1,5 milliard de dollars de recettes. Malheureusement pour moi, je n'ai pas de garage, donc ça risque d'être compliqué pour moi, mais tout ça pour dire que le succès de ces entreprises est dû au fait qu'à la base, ils ont osé tenter leur chance. Je me suis donc posé la question, qu'est-ce qui aujourd'hui peut empêcher à tant de personnes de se lancer dans un projet qui leur tient à cœur? J'ai trouvé 2 raisons. La première, c'est la peur du regard des autres. Avant de m'inscrire à ce concours d'éloquence, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu hésité. Pour la première sélection, il fallait envoyer une vidéo de soi où on se filmait pendant 5 minutes en disant des choses sur le retournement de situation. Alors le fait d'écrire en soi n'était pas le plus compliqué. En revanche, le fait de se filmer avec une pile de 7 livres entassés pour essayer d'avoir une hauteur correcte sur la caméra, je ne vous cache pas que j'ai eu le temps de me dire 2 fois qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce dont j'avais le plus peur, c'était la réaction qu'allaient avoir les jurys en regardant ma vidéo. Et puis, j'ai décidé de passer outre et de me lancer parce que je savais que dans tous les cas, quel que soit le résultat, cette expérience ne pourrait être que bénéfique pour moi. Et l'avenir me l'a bien prouvé. La seconde chose, qui selon moi peut empêcher à tant de personnes de se lancer à fond dans un projet, c'est la peur de l'échec. En faisant des recherches sur la peur de l'échec de manière générale, je suis rapidement tombé sur le cas de J.K. Rowling. Alors J.K. Rowling, avant de devenir l'écrivaine à succès de la saga la plus vendue du XXIe siècle, traduite en plus de 80 langues et vendue à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde, on peut dire qu'elle a connu l'échec. Déjà, c'est dans un contexte de grande précarité qu'elle écrivera son premier roman L'École des sorciers. Durant cette période, elle se mariera avec un homme violent, avec lequel elle aura une fille. 1 an plus tard, elle se séparera de cet homme et partira vivre en Écosse avec sa fille, sous les aides du gouvernement. Elle se verra ensuite refuser successivement son roman auprès de 12 éditions, 12 maisons d'éditeurs, avant de signer avec la maison d'édition Bloomsbury. Je peux donc affirmer, sans me tromper, que cette femme est plutôt bien placée pour parler de l'échec. Dans une conférence qu'elle a tenue à Harvard, lors de la remise des diplômes des élèves, J.K. Rowling leur a donné des conseils afin de surmonter cette possible peur de l'échec qu'ils pourront connaître dans leur vie. Elle a donné donc plusieurs conseils, et je vais vous livrer les 2 qui ont le plus retenu mon attention. Le premier, c'est celui-là. Chercher à plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen de ne plaire à personne. Quand on a 20 ans, on est confronté à 2 choses. D'une part, on cherche à rendre fiers nos parents, à faire des études, à être épanoui afin qu'ils soient fiers de nous. Et d'autre part, on cherche à mener des décisions qui feront de nous la personne qu'on sera plus tard. On est donc souvent confronté à faire des choix, comme par exemple réviser ses partiels ou sortir en boîte. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ces choix, c'est important de les assumer à 100% et de ne pas chercher à faire des compromis. Car en fait, en faisant des compromis, on ne satisfait en fait réellement jamais personne, y compris soi-même. Le second conseil qu'elle a donné aux étudiants, c'est celui-là. L'échec est inévitable et peut être libérateur. Je pense qu'une fois qu'on est conscient de ça, une fois qu'on est conscient que quoi qu'on fasse et qui qu'on soit dans la vie, on connaîtra forcément l'échec à un moment donné, mieux vaut le connaître le plus tôt possible pour savoir s'en relever et apprendre de ses erreurs. Je terminerai donc par une citation de Coluche qui, selon moi, résume assez bien mes propos sur le fait que pour oser créer son propre retournement de situation, oser changer, c'est déjà la première étape, c'est d'oser, et sans forcément tenir compte du regard des autres ou encore de la peur de l'échec. Cette citation, c'est la suivante. La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider si tu en feras un mur ou un pont. Merci de m'avoir écouté.